Je porte certains engagements sur les propositions qui sont envisagées par cette commission, notamment l'imprescriptibilité. Le visage de Richard Berry flottait partout. Dans les salles obscures baignées d'odeurs de velours et de poussière chaude, sur les plateaux de télévision où les projecteurs sculptaient son regard sombre, dans les magazines que l'on laissait traîner sur les tables basses des appartements parisiens, il incarnait quelque chose de presque intouchable, une certaine idée du cinéma français, élégant sans effort, grave, cultivé. Cette génération d'acteurs dont la voix semblait immédiatement imposer le silence dans une pièce. Et pourtant, derrière cette image parfaitement maîtrisée, derrière les applaudissements, les tapis rouges et les interviews raffinées, une autre histoire avançait lentement dans l'ombre, une histoire que personne ne voulait voir. Il faut imaginer ce contraste terrible, grandir en observant toute une nation admirer l'homme que vous redoutez intérieurement, entendre les gens parler de lui avec fascination alors que, dans un coin de votre mémoire, quelque chose refuse obstinément de se taire. Pendant des années, Colline Berry va vivre dans cet espace impossible, coincée entre le mythe public et une douleur privée qu'elle ne sait même pas encore nommer, car les secrets les plus lourds ne commencent jamais par des cris, ils commencent par des silences. De minuscules silences, ceux qui s'installent au détour d'un repas de famille, dans une porte qu'on referme un peu trop vite, dans un regard qu'on évite sans savoir pourquoi. Et plus la famille est célèbre, plus le silence devient sacré. Parce qu'autour des dynasties artistiques, chacun protège quelque chose, une réputation, une carrière, une illusion collective. Dans les années 1980, le clan Berry ressemble à une photographie parfaite de la bourgeoisie culturelle parisienne. Les appartements élégants du 16e arrondissement, les soirées où se croisent acteurs, écrivains, producteurs, chanteurs, les discussions interminables sur le cinéma d'auteur, la littérature, les tournages, les succès à venir. Aux côtés de Richard Berry, il y a alors Jeanne Manson, sourire éclatant, présence médiatique rassurante, incarnation d'une certaine lumière populaire. Vu de l'extérieur, tout semble harmonieux. Mais les familles admirées sont parfois celles qui apprennent le mieux à cacher leurs fractures. Au milieu de cet univers sophistiqué, grandit une petite fille qui comprend très tôt qu'il existe des vérités qu'on ne prononce pas. Pas parce qu'elles sont forcément invisibles, parce qu'elles sont impossibles à affronter. Lorsqu'un enfant accuse intérieurement un père ordinaire, le poids est déjà immense. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme adulé par tout un pays, ce poids devient écrasant. Comment expliquer une souffrance quand chaque visage autour de vous semble dire « impossible, pas lui ». Alors les années passent, et avec elles s'installe cette étrange dualité. D'un côté, les flashs des photographes, les avant-premières, les applaudissements. De l'autre, une mémoire silencieuse qui grandit dans l'obscurité. Dans ce genre de famille, les non-dits circulent comme des fantômes. Personne ne les regarde directement, mais chacun finit par sentir leur présence. On détourne certains sujets, on évite certaines tensions, on apprend à sourire au bon moment. Et dans la France des années 80, la parole des enfants pèse infiniment moins qu'aujourd'hui. Le monde culturel protège instinctivement ces figures puissantes. Les monstres sacrés semblent vivre au-dessus du soupçon. Puis le temps commence à fissurer lentement cette façade. Pas d'un seul coup, pas avec un scandale immédiat, mais avec cette usure silencieuse qui traverse les familles lorsqu'un secret refuse de mourir. Parmi ceux qui gravitent autour du clan, une femme observe depuis longtemps avec un regard différent, Josiane Balasco. À l'écran, elle représente depuis toujours une forme de liberté brute, presque indomptable. Une femme incapable de jouer un rôle dans la vraie vie. Derrière son humour et sa franchise légendaire, elle possède surtout quelque chose de rare dans ce milieu. Une méfiance instinctive envers les faux-semblants. Pourtant, même elle reste silencieuse pendant des décennies. Parce qu'elle aussi appartient au clan. Parce qu'elle partage sa vie avec Philippe Berry, frère de Richard. Parce qu'autour des grandes familles, le silence finit parfois par ressembler à une habitude émotionnelle. On ne pose plus certaines questions. On ne remue plus certaines douleurs. Et puis arrive l'année 2019. La mort brutale de Philippe Berry à seulement 63 ans agit comme une déflagration intérieure. Pour le public, ce n'est qu'un drame de plus dans le monde artistique français. Mais au sein du clan, quelque chose semble soudain céder, comme si la disparition de Philippe emportait avec elle le dernier équilibre fragile qui maintenait encore la famille debout. Ceux qui ont connu des familles traversées par des secrets le savent. Il existe parfois une personne dont la présence maintient artificiellement le silence. Quand cette personne disparaît,
tout remonte à la surface, lentement, inévitablement. Et 2 ans plus tard, la France entière va découvrir que derrière les sourires du clan Berry se cachait peut-être une histoire capable de faire vaciller l'un de ses mythes les plus respectés. Partie 2. Lorsque la parole reste enfermée trop longtemps, elle finit par modifier la mémoire elle-même. C'est peut-être cela le plus troublant dans l'histoire de Colleen Berry. Pendant des années, elle avance dans une sorte de brouillard intérieur où les souvenirs ne disparaissent jamais complètement, mais où les mots semblent impossibles à trouver. Certaines victimes tentent d'oublier, d'autres se persuadent qu'elles exagèrent, d'autres encore apprennent à vivre avec une douleur diffuse, silencieuse, presque abstraite, jusqu'au jour où quelque chose dans le monde extérieur vient soudain fissurer toutes les protections mentales construites au fil du temps. Et au tournant des années 2010, la société française commence justement à changer, lentement d'abord, puis brutalement. Des femmes prennent la parole contre des hommes longtemps considérés comme intouchables. Les scandales éclatent dans le cinéma, la politique, les médias. Le mouvement #MeToo traverse le pays comme une onde de choc. Et, pour beaucoup, ce moment agit comme un réveil collectif. Ce qui semblait autrefois impossible à dire devient soudain audible. Pas forcément accepté, pas forcément cru, mais enfin audible. Pour Colleen Berry, cette transformation agit comme un miroir brutal. Ce qu'elle avait enfoui pendant des décennies remonte peu à peu à la surface avec une violence nouvelle. Le silence devient plus difficile à porter que la peur elle-même. Autour d'elle, une autre génération de femmes regarde désormais cette histoire avec des yeux différents. Des femmes élevées dans une époque où protéger les apparences n'est plus forcément considéré comme une vertu. Parmi elles, Marie-Lou Berry, fille de Josiane Balasco et cousine de Colleen, joue un rôle essentiel. Entre les deux femmes, un lien profond se renforce loin des caméras. Il y a dans ce soutien quelque chose de discret mais de décisif, une présence, une écoute, une manière de dire « je te crois » sans avoir besoin de grands discours. Et parfois, dans les affaires familiales les plus lourdes, tout commence précisément là. Pas devant un tribunal, pas dans les médias, mais dans l'instant fragile où une personne cesse enfin de se sentir seule. Pour Josiane Balasco, la situation devient alors impossible à ignorer. Elle observe sa propre fille prendre position avec conviction et cela change profondément son regard. Car soutenir publiquement une parole comme celle de Colleen ne signifie pas seulement entrer dans un débat médiatique. Cela signifie accepter de fissurer définitivement une famille entière. Il faut comprendre ce que représente alors le clan Berry dans le paysage culturel français. Des décennies de réputation, de relations, de prestige, de mémoire collective. Détruire cette image, même partiellement, revient presque à attaquer une institution. Beaucoup auraient choisi le silence. Beaucoup auraient invoqué la prudence, l'incertitude, la neutralité. Mais il arrive un moment où la neutralité elle-même devient un choix moral. L'année 2021 marque le point de rupture. En février, alors que la France vit encore sous l'atmosphère lourde de la pandémie, un article publié par Le Monde provoque une déflagration nationale. En quelques heures, le nom de Richard Berry quitte les pages consacrées au cinéma pour envahir celles des scandales et des affaires judiciaires. Colleen Berry accuse publiquement son père d'inceste. Le choc est immense. Parce qu'en France, Richard Berry n'est pas seulement un acteur connu. Il appartient à cette catégorie particulière d'artistes que le pays considère presque comme un patrimoine affectif. Pour une partie du public, entendre de telles accusations revient à voir une statue commencer à se fissurer sous leurs yeux. Mais la violence de l'affaire ne vient pas seulement des révélations. Elle vient aussi de la réaction immédiate de l'acteur. Très rapidement, Richard Berry nie catégoriquement les accusations. Il parle de mensonges, de souffrances personnelles, d'histoires familiales déformées. Autour de lui, certains proches évoquent une vengeance intime. D'autres décrivent Colleen comme une femme psychologiquement fragile. Et soudain, le cinéma français se coupe en deux. Dans les coulisses, les téléphones chauffent. Des artistes choisissent le silence par peur de prendre position. D'autres défendent discrètement Richard Berry, incapables d'imaginer que l'homme qu'ils connaissent puisse être celui décrit par sa fille. Mais quelque chose a changé dans la société française. Cette fois, l'ancienne loi du silence ne fonctionne plus aussi facilement. Parce que Colleen Berry n'est plus seule. Marie-Lou Berry prend publiquement position. Puis vient le soutien de Josiane Balasco. Et à cet instant précis, l'affaire bascule dans une autre dimension. Car lorsqu'une figure aussi respectée que Balasco refuse de protéger le clan familial, beaucoup comprennent qu'il ne s'agit plus simplement d'un conflit privé.
Son choix bouleverse profondément l'opinion. Depuis toujours, Josiane incarne dans l'imaginaire français une forme de sincérité populaire presque impossible à manipuler. Elle n'a jamais cultivé l'image froide des élites parisiennes. Elle apparaît comme une femme incapable de soutenir quelque chose qu'elle jugerait faux uniquement par confort ou loyauté familiale. Alors son soutien à Colline agit comme un séisme moral. Pour certains, c'est une trahison impardonnable. Pour d'autres, c'est au contraire le signe qu'une vérité longtemps étouffée commence enfin à émerger. Et pendant que les chaînes d'information transforment l'affaire en débat national, le clan Berry, lui, commence lentement à se désintégrer derrière les portes closes. Partie 3. À partir de ce moment-là, il ne reste plus grand-chose de l'ancien équilibre. Les repas de famille disparaissent, les silences polis deviennent des absences définitives. Ce qui, autrefois, se murmurait derrière des portes fermées, se retrouve désormais exposé devant tout un pays. Et dans les milieux artistiques parisiens, l'affaire provoque un malaise presque physique. Parce qu'au-delà des accusations elles-mêmes, elle force une génération entière à regarder autrement les hommes qu'elle admirait depuis des décennies. Pendant longtemps, le cinéma français a entretenu une relation ambiguë avec ses figures masculines les plus célèbres. On admirait leur talent au point de parfois fermer les yeux sur leur zone d'ombre. Le génie semblait offrir une forme d'immunité morale. Les monstres sacrés vivaient dans un espace à part, protégés par la fascination collective. Mais avec l'affaire Berry, cette protection commence à se fissurer publiquement. Sur les plateaux télévisés, les débats deviennent électriques. Peut-on encore séparer l'homme de l'artiste ? Peut-on protéger une réputation au nom d'une carrière exceptionnelle ? Et surtout, que vaut le silence d'une famille lorsque ce silence écrase quelqu'un pendant 40 ans ? Pendant ce temps, une autre bataille se prépare loin des caméras. Une bataille plus froide, plus méthodique, presque clinique, celle des tribunaux. Car lorsque les faits dénoncés remontent à plusieurs décennies, la justice pénale se heurte immédiatement au mur du temps. Les accusations d'inceste évoquées par Colline Berry sont prescrites. Autrement dit, la justice ne peut plus juger directement les faits eux-mêmes. Et c'est précisément là que l'affaire devient encore plus troublante. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui s'est passé dans l'intimité d'une famille célèbre, il s'agit désormais du droit même de parler. Très vite, Jeanne Manson, ancienne compagne de Richard Berry, attaque Colline pour diffamation. La guerre familiale se transforme alors en guerre judiciaire. Dans les médias, les camps se radicalisent. Certains estiment que des accusations impossibles à prouver détruisent des vies et des réputations sans procès pénal. D'autres considèrent au contraire qu'exiger des preuves matérielles 40 ans plus tard revient à condamner les victimes au silence éternel. L'atmosphère devient étouffante. Chaque prise de parole semble immédiatement déclencher une tempête médiatique. Et au milieu de cette violence publique, Colline Berry apparaît parfois presque épuisée, comme une femme obligée de revivre sans cesse la même douleur sous les yeux de millions de personnes. Puis arrive le printemps 2024. Le procès en appel à Lyon devient rapidement l'un des moments les plus tendus de toute l'affaire. Dans cette salle d'audience aux lumières froides, deux visions du monde semblent se faire face. D'un côté, ceux qui défendent encore l'honneur d'un acteur admiré par toute une génération. De l'autre, des femmes qui refusent désormais de sacrifier leurs paroles pour préserver les apparences. Chaque mot prononcé semble porter le poids d'années de silence accumulé. Et soudain, au cœur même de cette audience déjà électrique, l'impensable se produit. Jeanne Manson s'effondre, victime d'un malaise cardiaque. Pendant quelques minutes, le tribunal plonge dans le chaos. Les débats sont interrompus, les secours arrivent en urgence, les visages se figent. Même ceux qui suivent l'affaire depuis des mois semblent soudain prendre conscience de la violence psychologique que cette guerre familiale inflige à tous ceux qui y sont mêlés. L'image marque profondément l'opinion publique. Certains y voient le symbole d'une affaire devenue inhumaine, capable de détruire psychologiquement chacun de ses protagonistes. D'autres ont l'impression d'assister à l'effondrement progressif d'un clan entier consumé par des décennies de non-dits. Et dans ce chaos émotionnel, une question commence à hanter l'opinion française. Combien de vies une vérité peut-elle briser avant même d'être pleinement établie ? Quelques semaines plus tard, en juillet 2024, le verdict de la Cour d'appel de Lyon tombe enfin. Et ce ne sont pas seulement les décisions judiciaires qui bouleversent la France, ce sont les mots employés par les magistrats. Colline Berry est relaxée au nom de sa bonne foi. Une expression juridique apparemment froide, presque technique, mais dont la portée symbolique devient immense.
car cela signifie que la justice reconnaît qu'elle avait des raisons sincères et légitimes de parler, qu'elle ne s'est pas exprimée par vengeance, ni par calcul, ni par volonté de nuire gratuitement. Dans un pays encore profondément divisé sur l'affaire, cette nuance change tout. Pour beaucoup de femmes, cette décision ressemble à un tournant historique. Elle signifie qu'une souffrance humaine peut être reconnue même lorsque le temps a rendu impossible toute condamnation pénale. Pour Josiane Balasco et Marie-Lou Berry, ce verdict agit comme une forme de validation morale après des années de critiques et de fractures familiales. Leur soutien, autrefois présenté par certains comme une trahison, apparaît soudain sous une lumière différente. Mais au-delà du tribunal, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. Car une fois les caméras éteintes, une question demeure suspendue au-dessus du clan Berry comme une ombre impossible à effacer. Que reste-t-il d'une famille lorsque le silence qui la tenait debout a finalement explosé? Partie 4. Lorsque les journalistes replient leurs caméras devant le tribunal de Lyon, lorsqu'enfin les micros cessent de poursuivre chaque membre du clan Berry à la sortie des audiences, un autre silence commence. Un silence étrange, fatigué, presque irréel. Mais cette fois, il ne ressemble plus au silence des décennies passées. Celui-là protégeait encore quelque chose, une image, un équilibre fragile, une illusion familiale. Le nouveau silence, lui, arrive après l'explosion, quand tout ce qui devait être caché a déjà traversé les murs. Dans les appartements autrefois remplis de repas élégants et de conversations artistiques, il ne reste désormais que des fractures impossibles à ignorer, des liens rompus, des absences, des regards qui ne se croiseront peut-être plus jamais. Car au fond, l'affaire Berry n'a jamais été seulement l'histoire d'un acteur célèbre accusé par sa fille. Elle est devenue le miroir d'une société entière confrontée à ses propres aveuglements. Pendant des décennies, la France a entretenu une relation presque affective avec ces grandes figures culturelles. On admirait leur intelligence, leur talent, leur liberté, parfois au point d'oublier qu'un homme applaudi par des millions de personnes reste malgré tout un homme capable de blesser, de manipuler, de détruire. C'est peut-être cela que cette affaire a brisé en premier, l'idée confortable selon laquelle le prestige protège automatiquement de la noirceur humaine. Pour beaucoup de Français, le choc vient précisément de là. Pas uniquement des accusations, mais du fait qu'elles aient visé un homme appartenant à une génération presque sacrée du cinéma français. Une génération qui avait façonné l'imaginaire collectif, les soirées télévisées, les souvenirs de jeunesse. Reconnaître la possibilité d'une violence derrière cette image revient, pour certains, à remettre en question une époque entière. Et dans ce bouleversement national, une figure ressort transformée plus que toutes les autres, Josiane Balasco. Depuis toujours, elle occupait une place singulière dans le paysage culturel français. Ni totalement à l'intérieur du système, ni complètement en dehors. Une femme populaire, libre, incapable de lisser sa pensée pour protéger les puissants. Mais en soutenant publiquement Colin Berry, elle a franchi une frontière dont elle connaissait parfaitement le prix. Car elle savait ce que ce choix allait provoquer. Les ruptures irréversibles, les accusations de trahison, les regards hostiles dans certains cercles du cinéma parisien. Beaucoup auraient préféré préserver la façade familiale. Elle a accepté de la fissurer publiquement. Non pas avec violence, non pas avec vengeance, mais avec cette conviction silencieuse qu'il existe des moments où continuer à détourner les yeux devient plus insupportable que la rupture elle-même. Aujourd'hui encore, l'affaire continue de diviser profondément la France. Certains défendent toujours Richard Berry avec la même ferveur qu'avant, persuadés qu'un homme ne devrait jamais être condamné dans l'opinion sans procès pénal possible. D'autres estiment au contraire que la décision de la Cour d'appel de Lyon marque une évolution essentielle dans la manière d'écouter la parole des victimes. Entre ces deux visions, le débat reste douloureux, parfois brutal. Mais une chose semble avoir changé définitivement. L'ancien réflexe de protection automatique autour des figures célèbres ne fonctionne plus comme avant. Désormais, une accusation venant de l'intérieur même d'une famille ne peut plus être balayée d'un simple geste au nom du prestige ou du talent. Et peut-être est-ce cela le véritable héritage de cette histoire. Non pas un verdict absolu, non pas une vérité judiciaire totale que le temps rend impossible à atteindre, mais une transformation plus profonde, plus inconfortable, celle d'une société qui commence enfin à accepter que les familles admirées puissent elles aussi abriter des douleurs invisibles.
car derrière les titres de presse, derrière les débats télévisés et les procédures judiciaires, il reste une question profondément humaine. Une question qui dépasse largement le cinéma français. Peut-on aimer quelqu'un tout en acceptant qu'il ait peut-être détruit une partie de ceux qui l'entouraient? Peut-on préserver une famille sans sacrifier ceux qui souffrent à l'intérieur? Dans beaucoup de foyers, bien loin des projecteurs, ce dilemme existe encore sous des formes différentes. Le poids du silence, la peur de briser un équilibre, la culpabilité de parler trop tard. C'est pour cela que l'affaire Berry a touché quelque chose d'aussi intime chez tant de gens. Parce qu'au fond, elle ne parle pas uniquement de célébrité ou de justice. Elle parle de ce moment terrifiant où une famille doit choisir entre protéger son image ou regarder enfin sa propre vérité en face. Et parfois, lorsqu'un secret a traversé 40 années de silence, il ne reste plus vraiment de bonne manière de survivre à son apparition. Il ne reste que des êtres humains tentant de reconstruire quelque chose au milieu des ruines laissées par ce qui n'a jamais été dit.